Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. La situation et notre politique après la victoire de la guerre de résistance contre le Japon. 13 août 1945. Nous vivons des jours où d'énormes changements se produisent dans la situation en Extrême-Orient. La capitulation de l'impérialisme japonais est maintenant chose certaine. Le facteur décisif de la capitulation du Japon est l'entrée en guerre de l'Union soviétique. 1 million de combattants de l'armée rouge entrent dans la Chine du Nord-Est. Cette force est irrésistible. L'impérialisme japonais ne peut plus poursuivre le combat. La dure et âpre guerre de résistance du peuple chinois vient d'être couronnée par la victoire. En tant qu'étape historique, la guerre de résistance contre le Japon est maintenant terminée. Dans ces circonstances, quels sont actuellement les rapports entre les différentes classes en Chine et les rapports entre le Kuomintang et le Parti communiste? Que deviendront-ils à l'avenir? Quelle est la politique de notre parti? Ce sont là des questions auxquelles le peuple tout entier et tous les camarades de notre parti portent un grand intérêt. Qu'en est-il du Kuomintang? Regardez ce qu'il a été et vous saurez ce qu'il est. Regardez ce qu'il a été et ce qu'il est et vous saurez ce qu'il sera. Dans le passé, ce parti a mené, durant 10 années entières, une guerre civile contre-révolutionnaire. Au cours de la guerre de résistance, il a déclenché 3 campagnes anticommunistes de grande envergure, en 1940, 1941 et 1943, s'apprêtant chaque fois à développer la campagne en une guerre civile à l'échelle nationale. C'est uniquement grâce à la juste politique de notre parti et à l'opposition du peuple tout entier que ces tentatives ont échoué. Chacun sait que Chiang Kai-shek, le représentant politique des grands propriétaires fonciers et de la grande bourgeoisie de Chine, est un individu des plus cruels et des plus perfides. Sa politique a été d'attendre la victoire en spectateur, les bras croisés, de conserver ses forces et de se préparer à la guerre civile. La victoire qu'il attendait est arrivée, et voilà que ce généralissime s'apprête à descendre de la montagne. Ces 8 dernières années, nous avons changé de place avec Chiang Kai-shek. Auparavant, nous étions sur la montagne et il était au bord de l'eau. Pendant la guerre de résistance, nous étions derrière les lignes ennemies et il s'était retiré sur la montagne. Maintenant, il va en descendre. Il en descend pour s'emparer des fruits de la victoire. Au cours des 8 dernières années, le peuple et l'armée de nos régions libérées, sans aucune aide extérieure et en comptant uniquement sur leurs propres efforts, ont libéré de vastes territoires du pays, ont contenu et attaqué la majeure partie des forces d'invasion japonaises ainsi que la quasi-totalité des troupes fantoches. C'est grâce à notre résistance résolue et à notre lutte héroïque que les 200 millions d'habitants du Grand Arrière ont pu échapper aux atrocités des envahisseurs nippons et que les régions habitées par ces 200 millions d'hommes ont pu être préservées de l'occupation japonaise. Chiang Kai-shek se tenait caché sur le mont Homei, une garde devant lui, et cette garde, c'étaient les régions libérées, le peuple et l'armée des régions libérées. En défendant les 200 millions d'hommes du Grand Arrière, nous avons protégé par là même ce généralissime et nous lui avons donné le temps et l'espace nécessaires pour attendre la victoire en spectateur, les bras croisés. Le temps, 8 ans et 1 mois. L'espace, une région peuplée de 200 millions d'habitants. Ces conditions, c'est nous qui les lui avons procurées. Sans nous, il n'aurait pu rester là, en spectateur. Eh bien, ce généralissime nous en est-il reconnaissant? Lui, reconnaissant? Non. Cet individu n'a jamais su ce que c'est que la reconnaissance. Comment Chiang Kai-shek s'est-il hissé au pouvoir? Grâce à l'expédition du Nord, à la première coopération entre le Kuomintang et le Parti communiste, à l'appui du peuple qui ne l'avait pas encore percé à jour. Une fois au pouvoir, Chiang Kai-shek, loin d'en être reconnaissant au peuple, l'a étendu à terre d'un coup de poing,
et l'a plongé dans le bain de sang de 10 années de guerre civile. Vous connaissez bien cette page de l'histoire, camarades. Cette fois-ci, dans la guerre de résistance, le peuple chinois a encore protégé Chiang Kai-shek. Maintenant, la guerre se termine par la victoire, et le Japon est sur le point de capituler. Mais Chiang Kai-shek n'en est nullement reconnaissant au peuple. Au contraire, feuilletant les vieilles annales de 1927, il veut agir selon les mêmes procédés qu'autrefois. Il dit qu'il n'y a jamais eu de guerre civile en Chine, mais seulement une extermination des bandits. Qu'il appelle cela comme il voudra, le fait est qu'il veut déclencher une guerre civile contre le peuple, qu'il veut massacrer le peuple. Tant que la guerre civile n'aura pas éclaté sur le plan national, bien des gens parmi le peuple et beaucoup de camarades de notre parti n'auront pas une idée nette de cette question. Parce que la guerre civile n'a pas encore pris une grande extension, qu'elle ne présente pas encore le caractère d'une guerre généralisée ni d'une guerre ouverte, et que les combats ne sont pas encore nombreux, beaucoup pensent, peut-être bien qu'il n'y aura pas de guerre civile, après tout. Beaucoup d'autres ont peur de la guerre civile. Cette peur n'est pas sans fondement. Il y a eu 10 ans de combats, puis encore 8 ans de guerre de résistance. Si les combats continuent, où tout cela nous mènera-t-il? Il est bien naturel que de telles craintes surgissent. En ce qui concerne les machinations de Chiang Kai-shek pour déclencher une guerre civile, la politique adoptée par notre parti a toujours été nette et constante. S'opposer résolument à la guerre civile, condamner la guerre civile et empêcher la guerre civile. À l'avenir, nous devons encore, de toutes nos forces et avec la plus grande patience, guider le peuple dans ses efforts pour empêcher la guerre civile. Cependant, il faut voir d'un esprit lucide que le danger de guerre civile est extrêmement grave, parce que la politique de Chiang Kai-shek est déjà arrêtée. La politique de Chiang Kai-shek, c'est la guerre civile. Notre politique, la politique du peuple, est contre la guerre civile. Les adversaires de la guerre civile ne comprennent que le Parti communiste chinois et le peuple chinois. Dommage que Chiang Kai-shek et le Kuomintang ne soient pas de leur nombre. Ainsi, l'une des parties ne veut pas se battre et l'autre le veut. Si les deux parties ne le voulaient pas, il n'y aurait pas de guerre. Mais, puisque l'une des parties seulement est contre la guerre, et que cette partie n'est pas encore assez forte pour tenir l'autre en échec, le danger de guerre civile est extrêmement grave. Que Chiang Kai-shek s'obstine dans sa politique réactionnaire de dictature et de guerre civile. Notre parti l'a montré en temps opportun. Avant, pendant et après le 7e congrès du parti, nous avons fait tous les efforts nécessaires pour attirer l'attention du peuple sur le danger de guerre civile, afin que le peuple tout entier, les membres de notre parti et notre armée, bien à l'avance, aient l'esprit préparé. C'est là un point très important, et il y a une grande différence entre avoir et ne pas avoir une telle préparation. En 1927, notre parti était encore dans son enfance, et il n'avait pas du tout l'esprit préparé face à l'attaque contre-révolutionnaire lancée à l'improviste par Chiang Kai-shek. Aussi, les fruits de la victoire du peuple furent bientôt perdus. Le peuple eut à endurer de longues souffrances, et une Chine radieuse fut plongée dans les ténèbres. Cette fois, les choses sont différentes. Notre parti a acquis la riche expérience de 3 révolutions et atteint un degré bien plus élevé de maturité politique. Le comité central du parti a maintes fois mis en évidence le danger de guerre civile, de sorte que tout le peuple, tous les camarades du parti et l'armée dirigée par le parti y soient préparés. Chiang Kai-shek cherche toujours à arracher au peuple la moindre parcelle de pouvoir, le moindre avantage conquis. Et nous? Notre politique consiste à lui riposter du tac au tac et à nous battre pour chaque pouce de terre. Nous agissons de la même manière que lui. Chiang Kai-shek cherche toujours à imposer la guerre au peuple, une épée à la main gauche, une autre à la main droite. À son exemple, nous prenons, nous aussi, des épées. Ce n'est qu'à la suite d'enquêtes et de recherches que nous sommes arrivés à cela. De telles enquêtes et recherches sont très importantes.
quand nous voyons l'autre tenir quelque chose dans ses mains, nous devons procéder à une enquête. Que tient-il dans ses mains? Des épées. À quoi servent les épées? À tuer. Qui veut-il tuer avec ces épées? Le peuple. Quand vous aurez tiré tout cela au clair, poussez plus loin votre enquête. Le peuple chinois, lui aussi, a des mains, et peut prendre des épées. Il peut se forger une épée, s'il n'en a pas. Il a découvert cette vérité après de longues enquêtes et recherches. Les seigneurs de guerre, les propriétaires fonciers, les despotes locaux, les mauvais hobereaux et les impérialistes, tous ont des épées à la main et sont prêts à tuer. Le peuple a compris cela. Il agit donc de la même façon. Certains d'entre nous négligent souvent ces enquêtes et ces recherches. Chen Taoxiao, par exemple, ne comprenait pas que l'on puisse tuer quand on a une épée à la main. Certains diront, c'est là une vérité banale. Comment un dirigeant du Parti communiste a-t-il pu l'ignorer? On ne sait jamais. N'ayant fait ni enquête ni recherche, Chen Taoxiao n'a pas compris cette vérité. Nous l'avons donc appelé opportuniste. Qui n'a fait ni enquête ni recherche n'a pas droit à la parole, et, par conséquent, nous avons privé Chen Taoxiao de ce droit. Nous avons adopté une voie différente de celle de Chen Taoxiao, et nous avons fait en sorte que le peuple, qui subit l'oppression et le massacre, prenne l'épée en main. Si quelqu'un cherche encore à nous tuer, nous agirons à sa manière. Il n'y a pas longtemps, le Kuomintang envoya 6 divisions attaquer notre sous-région de Kwangchong. 3 d'entre elles y pénétrèrent et occupèrent une superficie de 20 lits de profondeur sur 100 de long. Nous avons agi à leur façon et nous les avons anéantis intégralement, radicalement et totalement sur cette superficie de 20 lits sur 100. Notre politique est de riposter du tac au tac et de nous battre pour chaque pouce de terre. Jamais nous ne permettrons au Kuomintang de s'emparer sans peine de notre sol, ni de tuer les nôtres à sa guise. Évidemment, se battre pour chaque pouce de terre ne signifie pas adopter la ligne gauchiste d'autrefois. Ne pas abandonner un seul pouce de terre des bases d'appui. Cette fois, nous avons abandonné une superficie de 20 lits sur 100. Abandonnée vers la fin de juillet, elle fut reprise au début d'août. Après l'incident de l'Anhui du Sud, l'officier d'état-major envoyé par le Kuomintang pour la liaison me demanda un jour ce que nous comptions faire. Je répondis, « Vous êtes tout le temps à Yunnan et vous ne le savez pas. Si Ho nous attaque, nous l'attaquerons. Si Ho s'arrête, nous nous arrêterons. » Le nom de Chiang Kai-shek ne fut pas prononcé à l'époque, mais seulement celui de Ho In-kin. Nous disons aujourd'hui, si Chiang nous attaque, nous l'attaquerons. Si Chiang s'arrête, nous nous arrêterons. Nous agirons de la même manière que lui. Et comme Chiang Kai-shek affile maintenant ses épées, nous devons affiler les nôtres aussi. Les droits conquis par le peuple ne doivent jamais être abandonnés à la légère. Il faut se battre pour les défendre. Nous ne voulons pas la guerre civile. Cependant, si Chiang Kai-shek tient absolument à l'imposer au peuple chinois, force nous est de prendre les armes et de le combattre, pour nous défendre, pour protéger la vie et les biens, les droits et le bonheur du peuple des régions libérées. Cette guerre civile, il nous l'aura imposée. Si nous ne gagnons pas la guerre, nous ne nous en prendrons ni au ciel ni à la terre, mais seulement à nous-mêmes. Que, cependant, personne ne pense pouvoir dépouiller ou frustrer sans peine le peuple des droits qu'il a conquis. Ce n'est pas possible. L'année dernière, un journaliste américain m'a demandé « Qui vous a donné le pouvoir d'agir ?» Je lui ai répondu « Le peuple. » Qui d'autre sinon le peuple? Le Kuomintang au pouvoir ne nous l'a pas donné. Il ne nous reconnaît pas. C'est à titre d'organisation culturelle que nous participons au Conseil politique national, comme le stipule son règlement. Nous disons, nous ne sommes pas une organisation culturelle. Nous avons une armée et nous sommes une organisation militaire. Chiang Kai-shek a déclaré le 1er mars de cette année que le Parti communiste ne pourrait obtenir un statut légal que s'il livrait son armée.
La déclaration de Chiang Kai-shek tient toujours. Nous n'avons pas livré notre armée. Nous n'avons donc pas de statut légal et nous n'avons ni foi ni loi. Notre devoir, c'est d'être responsable envers le peuple. Chacune de nos paroles, chacun de nos actes et chacune de nos mesures politiques doivent répondre aux intérêts du peuple. Et si des erreurs sont commises, elles devront être corrigées. C'est ce qu'on appelle être responsable envers le peuple. Camarades, le peuple veut la libération. Aussi délègue-t-il son pouvoir à ceux qui sont capables de le représenter et de travailler loyalement pour lui, c'est-à-dire à nous, les communistes. Représentants du peuple, nous devons le représenter dignement. Nous ne devons pas agir comme Chen Tao-xiao. Face aux attaques contre-révolutionnaires lancées contre le peuple, Chen Tao-xiao n'adopta pas la politique de riposter du tac au tac et de se battre pour chaque pouce de terre, si bien qu'en 1927, dans l'espace de quelques mois, il fit perdre au peuple tous les droits que celui-ci avait conquis. Cette fois-ci, nous devons être sur nos gardes. Notre politique diffère absolument de celle de Chen Tao-xiao. Nous ne nous laisserons prendre à aucune tromperie. Nous devons garder l'esprit lucide et avoir une politique juste. Nous ne devons pas commettre d'erreurs. À qui doivent revenir les fruits de la victoire dans la guerre de résistance? Cela saute aux yeux. Prenez par exemple un pêcher. L'arbre donne des pêches, ce sont les fruits de la victoire. Qui est en droit de cueillir les pêches? C'est demander qui a planté et arrosé l'arbre. Terré dans la montagne, Chiang Kai-shek n'a pas porté un seul seau d'eau, et maintenant il allonge bien loin le bras pour cueillir les pêches. Ces pêches m'appartiennent, à moi, Chiang Kai-shek, dit-il. Je suis le propriétaire foncier, vous êtes mes serfs, et je vous défends de les cueillir. Nous l'avons réfuté dans la presse. Nous disons, tu n'as jamais porté d'eau, donc tu n'as pas le droit de cueillir les pêches. Nous, peuple des régions libérées, nous avons arrosé l'arbre jour après jour. Nous avons plus que quiconque le droit de récolter les fruits. Camarades, la victoire de la guerre de résistance a été remportée par le peuple au prix de son sang et de ses sacrifices. Elle doit être la victoire du peuple, et c'est au peuple que doivent revenir les fruits de la guerre de résistance. Quant à Chiang Kai-shek, il a été passif dans la guerre de résistance, mais actif dans la lutte contre le communisme. Il a été la pierre d'achoppement dans la guerre de résistance du peuple. Et maintenant, c'est lui, la pierre d'achoppement, qui vient accaparer les fruits de la victoire. Il veut que la Chine, après sa victoire dans la guerre de résistance, retombe dans son ancien état d'avant la guerre, et il ne lui permet pas le moindre changement. C'est ce qui donne lieu à la lutte. Camarades, c'est une lutte des plus sérieuses. Que les fruits de la victoire dans la guerre de résistance doivent revenir au peuple, c'est une chose. Mais qui les aura en fin de compte? Et si ce sera le peuple ou non, c'est une autre chose. N'allez pas croire que tous les fruits de la victoire tomberont sûrement dans les mains du peuple. Tout un lot de grosses pêches, telles que Shanghai, Nankin, Hangzhou et d'autres grandes villes, sera enlevé par Chiang Kai-shek. Celui-ci agit de connivence avec l'impérialisme américain, et dans ces régions, ils ont le dessus, tandis que, jusqu'ici, le peuple révolutionnaire n'a pu en occuper, pour l'essentiel, que les campagnes. Un autre lot de pêche sera disputé par les deux parties. Il s'agit des villes, moyennes et petites, situées sur la section au nord de Taiyuan de la ligne ferroviaire Tatong-Pocheo, sur la section centrale de la ligne Peiping-Suiyuan, sur la ligne Peiping-Liaoning, sur la section au nord de Chengzhou de la ligne Pengping-Hankeo, sur la section au nord de Chengzhou de la ligne Peiping-Hankeo, sur la ligne Chenting-Taiyuan, la ligne Paihui-Xincheng, la ligne Techeo-Shekachuang, la ligne Tianjin-Pokeo, la ligne Tsingtao-Xinan, et sur la section à l'est de Chengzhou de la ligne Longhai. Ces villes, moyennes et petites, devront être disputées. Ce sont les pêches, moyennes et petites,
que le peuple des régions libérées a arrosé de sa sueur et de son sang. Il est difficile de dire en ce moment si ces lieux tomberont dans les mains du peuple. À présent, on ne peut dire que ces deux mots, lutter ferme. Y a-t-il des secteurs qui tomberont sûrement dans les mains du peuple? Oui, il y en a. Ce sont les vastes régions rurales et les nombreuses villes du Ropei, du Tchahar et du Jeol, de la majeure partie du Shanxi, de tout le Shantung et du nord du Kiangsa. Il y a là de vastes ensembles de villages, une centaine de villes groupées dans une région, 70 à 80 dans une autre, 40 à 50 dans une troisième, en tout 3, 4, 5 ou 6 groupes de ce genre. De quelle sorte de villes s'agit-il? De villes moyennes et petites. Nous avons la force de cueillir ces fruits de la victoire, nous en sommes sûrs. Ce sera la première fois dans l'histoire de la Révolution chinoise que nous aurons un tel lot de fruits. Dans le passé, ce n'est qu'après avoir brisé la troisième campagne d'encerclement et d'anéantissement de l'ennemi, dans la seconde moitié de l'année 1931, que nous avons eu les 21 chefs-lieux de district d'un seul tenant dans la région de base centrale du Kiangxi, mais on n'y comptait aucune ville de moyenne importance. Avec ce groupe de 21 villes, la population atteignit à son maximum 2 500 000 habitants. Et ne s'appuyant que sur cela, le peuple chinois a pu poursuivre une lutte d'une aussi longue durée, remporter de si grandes victoires et briser des campagnes d'encerclement et d'anéantissement d'une telle envergure. Plus tard, nous avons subi la défaite, que nous devons imputer non à Chiang Kai-shek, mais à nous-mêmes, qui n'avons pas assez bien combattu. Cette fois-ci, des dizaines de grandes et de petites villes se trouvent groupées dans une seule région, et il existe 3, 4, 5 ou 6 régions de cet ordre. Le peuple chinois disposera donc de 3, 4, 5 ou 6 bases révolutionnaires, dont chacune sera plus grande que la région de base centrale du Kiangxi, et la situation sera excellente pour la révolution chinoise. À envisager la situation dans son ensemble, l'étape de la guerre de résistance contre le Japon est terminée, et la lutte intérieure constitue la situation nouvelle et notre nouvelle tâche. Chiang Kai-shek parle de construction nationale. Désormais, l'objet de la lutte sera le genre de pays à édifier. Édifier un pays de démocratie nouvelle, des larges masses populaires, placé sous la direction du prolétariat, ou un pays semi-colonial et semi-féodal, soumis à la dictature des grands propriétaires fonciers et de la grande bourgeoisie, ce sera là une lutte fort complexe. Elle revêt, à l'heure actuelle, la forme d'une lutte entre Chiang Kai-shek, qui cherche à usurper les fruits de la victoire de la guerre de résistance, et nous, qui nous opposons à cette usurpation. Au cours de cette période, ne pas lutter ferme et aller faire cadeau à Chiang Kai-shek des fruits qui doivent revenir au peuple serait de l'opportunisme. Une guerre civile, ouverte et générale, éclatera-t-elle? Cela dépend de facteurs intérieurs et internationaux. Les facteurs intérieurs sont avant tout notre force et le degré de notre conscience politique. Étant donné la tendance générale de la situation à l'extérieur et à l'intérieur du pays et les sentiments du peuple, pouvons-nous, par nos propres luttes, circonscrire la guerre civile ou retarder le déclenchement d'une guerre civile à l'échelle nationale? Cette possibilité existe. Si Chiang Kai-shek tient à déchaîner la guerre civile, il se heurtera à de nombreuses difficultés. En premier lieu, il y a, dans les régions libérées, 100 millions d'habitants, 1 million de soldats et plus de 2 millions d'hommes dans la milice populaire. En second lieu, la population politiquement consciente des régions contrôlées par le Kuomintang est contre la guerre civile, ce qui constitue une entrave pour Chiang Kai-shek. En troisième lieu, au sein du Kuomintang, il y a aussi une fraction qui n'est pas pour la guerre civile. La situation actuelle diffère considérablement de celle de 1927. Surtout, notre parti se trouve aujourd'hui dans des conditions bien différentes. À cette époque, notre parti était encore dans son enfance. Il manquait de lucidité, n'avait pas l'expérience de la lutte armée et ne connaissait pas la politique de riposter du tac au tac. Aujourd'hui, la conscience politique de notre parti est d'un niveau beaucoup plus élevé,
À part notre propre conscience politique de l'avant-garde du prolétariat, il y a la question de la conscience politique des masses populaires. Lorsque le peuple n'est pas encore politiquement conscient, il est tout à fait possible que les fruits de la révolution passent en d'autres mains. C'est ce qui est arrivé dans le passé. Aujourd'hui, la conscience politique du peuple chinois est également d'un niveau beaucoup plus élevé. Le prestige de notre parti n'a jamais été aussi grand parmi le peuple. Cependant, au sein du peuple, et tout particulièrement parmi la population des régions occupées par les Japonais ou contrôlées par le Kuomintang, un assez grand nombre de gens ont encore confiance en Chiang Kai-shek et se font des illusions sur le Kuomintang et les États-Unis, illusions que Chiang Kai-shek s'évertue de son côté à répandre. Que cette partie du peuple chinois manque encore de conscience politique. Cela montre qu'il reste beaucoup à faire dans notre travail de propagande et d'organisation. Le réveil politique du peuple n'est pas chose facile. Pour débarrasser le peuple de ses idées erronées, il nous faut faire des efforts sérieux et considérables. Nous devons balayer ce qu'il y a d'arriéré dans la pensée du peuple chinois, comme nous balayons nos chambres. La poussière ne s'en va jamais d'elle-même sans qu'on la balaye. Nous devons effectuer un vaste travail de propagande et d'éducation parmi les masses populaires afin qu'elles connaissent la situation réelle et la marche des événements en Chine et qu'elles prennent confiance dans leurs propres forces. Le peuple, c'est à nous de l'organiser. C'est à nous de l'organiser pour abattre la réaction en Chine. Tout ce qui est réactionnaire est pareil. Tant qu'on ne le frappe pas, impossible de le faire tomber. C'est comme lorsqu'on balaie. Là où le balai ne passe pas, la poussière ne s'en va pas d'elle-même. Au sud de la région frontière du Shenxi Kanso Ningxia, il est une rivière nommée Kiezi. Au sud de la rivière se trouve le district de Luochuan et au nord le district de Fuxian. Deux rives, deux mondes. Le sud est sous la domination du Kuomintang. Comme nous n'y sommes pas allés, le peuple n'est pas organisé et les ordures s'y accumulent. Certains de nos camarades se fient uniquement à l'influence politique, s'imaginant que les problèmes peuvent être résolus par cette seule influence. C'est de la foi aveugle. En 1936, nous étions à Pao'an. À 40 ou 50 lis de là, il y avait un village fortifié, tenu par un propriétaire foncier despote. Pao'an était alors le siège du comité central du parti, et notre influence politique pouvait être considérée comme très grande. Mais les contre-révolutionnaires de ce village refusaient obstinément de se rendre. Nous avons donné des coups de balai au sud, des coups de balai au nord, mais ce fut en vain. C'est seulement quand notre balai se porta au cœur du village que le propriétaire foncier s'écria « Oh là là, j'abandonne !» Ainsi vont les choses dans ce monde. Les cloches ne sonnent pas si on ne les met pas en branle. Les tables ne bougent pas si on ne les déplace pas. Le Japon ne capitulerait pas si l'armée rouge de l'Union soviétique n'était pas entrée dans la Chine du Nord-Est. Les troupes japonaises et les troupes fantoches ne déposeraient jamais les armes si nos troupes ne les combattaient pas. L'influence politique ne peut produire son plein effet que là où passe le balai. Notre balai, c'est le Parti communiste, la 8e armée de route et la nouvelle 4e armée. Balai en main, vous devez apprendre à balayer. Ne restez pas au lit à vous imaginer qu'un coup de vent va se lever et fera s'envoler toute la poussière. Nous, marxistes, nous sommes des réalistes révolutionnaires, et nous ne nous bercerons jamais d'illusions. Il y a en Chine un vieux dicton « Lève-toi dès l'aube et balaie la cour ». L'aube, c'est la naissance d'un jour nouveau. Nos ancêtres nous ont dit de nous lever et de balayer dès le point du jour. Ils nous ont fixé une tâche. C'est seulement en pensant et en agissant de la sorte que nous y trouverons notre avantage et que nous aurons de quoi nous occuper. La Chine a un vaste territoire et c'est à nous de le balayer partout, pouce par pouce. Sur quelle base notre politique doit-elle reposer ? Sur notre propre force. C'est ce qui s'appelle compter sur ses propres forces. Certes, nous ne sommes pas seuls.
tous les pays et tous les peuples du monde en lutte contre l'impérialisme sont nos amis. Cependant, nous insistons sur la nécessité de compter sur nos propres forces. En nous appuyant sur les forces que nous avons nous-mêmes organisées, nous pouvons vaincre tous les réactionnaires chinois et étrangers. Chiang Kai-shek, au contraire, s'appuie entièrement sur l'aide de l'impérialisme américain qu'il considère comme son puissant protecteur. Sa politique est toujours fondée sur la trinité de la dictature, de la guerre civile et de la mise à l'encan du pays. L'impérialisme américain veut aider Chiang Kai-shek à faire la guerre civile et veut transformer la Chine en une dépendance des États-Unis. Cette politique aussi fut arrêtée il y a bien longtemps. Mais, fort en apparence, l'impérialisme américain est faible intérieurement. Nous devons garder un esprit clair, c'est-à-dire ne pas croire aux belles paroles des impérialistes, ni nous laisser intimider par leurs menaces. Un Américain m'a dit un jour « Vous devriez écouter Hurley et faire entrer quelques-uns des vôtres dans le gouvernement du Kuomintang. » Je lui ai répondu « Ce n'est pas tâche facile que de remplir une fonction quand on a pieds et poings liés. Nous ne le ferons pas. Si nous le faisons, nous devrons avoir pieds et poings libres et pouvoir agir en toute liberté. C'est-à-dire qu'il faut constituer un gouvernement de coalition sur une base démocratique. » Il m'a dit « Ce ne sera pas bien si vous ne le faites pas. » Je lui ai demandé « Et pourquoi ?» Il a dit « Premièrement, les Américains vous blâmeront. Deuxièmement, les Américains soutiendront Chiang Kai-shek. » J'ai répondu « Vous autres Américains, si vous voulez, repus de pain et rassasiés de sommeil, blâmer les gens et soutenir Chiang Kai-shek, c'est votre affaire, et je ne m'en mêlerai pas. Maintenant, ce que nous avons, c'est du millet plus des fusils. Ce que vous avez, c'est du pain plus des canons. Si vous avez envie de soutenir Chiang Kai-shek, soutenez-le, et aussi longtemps que vous le voudrez. Mais retenez bien ceci. À qui appartient la Chine? La Chine n'appartient absolument pas à Chiang Kai-shek. La Chine est au peuple chinois. Le jour viendra où il ne vous sera plus possible de soutenir Chiang Kai-shek. Camarades, cet Américain cherchait à intimider les gens. Les impérialistes excellent dans ce jeu-là, et en effet, dans les colonies, beaucoup de gens se sont laissés intimider. Les impérialistes pensent que dans les colonies, tout le monde peut être intimidé, mais ils ne se rendent pas compte qu'en Chine, il y a justement des gens que ce jeu-là n'effraie pas. Nous avons, dans le temps, ouvertement critiqué et dénoncé la politique américaine qui consiste à aider Chiang Kai-shek et à combattre les communistes. Cela était nécessaire et nous continuerons à le faire. L'Union soviétique a envoyé ses troupes. L'Armée rouge est venue aider le peuple chinois à chasser l'agresseur. Un tel événement est sans précédent dans l'histoire de la Chine. Son influence est incalculable. Les organismes de propagande des États-Unis et de Chiang Kai-shek comptaient balayer l'influence politique de l'Armée rouge avec 2 bombes atomiques. Mais elle ne peut être balayée. Cela n'est pas si facile. Les bombes atomiques peuvent-elles décider de l'issue d'une guerre? Non, elles ne le peuvent pas. Les bombes atomiques n'ont pu contraindre le Japon à capituler. Sans les luttes menées par le peuple, les bombes atomiques à elles seules restent vaines. Si les bombes atomiques avaient pu décider de la guerre, pourquoi donc était-il besoin de demander à l'Union soviétique d'envoyer des troupes? Pourquoi le Japon n'a-t-il pas capitulé quand 2 bombes atomiques ont été jetées sur lui, alors qu'il a fait sa capitulation aussitôt après l'envoi de troupes par l'Union soviétique? Certains de nos camarades croient eux aussi que la bombe atomique est toute puissante. C'est une grosse erreur. Ces camarades montrent même moins de jugement qu'un pair d'Angleterre. Il est un pair d'Angleterre nommé Mountbatten. Il a dit que la pire des erreurs serait de croire que la bombe atomique peut décider de la guerre. Ses camarades retardent plus que Mountbatten. Quelle influence leur a fait prendre la bombe atomique pour quelque chose de miraculeux? L'influence bourgeoise. D'où vient-elle? De l'éducation qu'ils ont reçue dans les écoles bourgeoises, de la presse et des agences d'information bourgeoises.
Il y a deux conceptions du monde et deux méthodes. La conception du monde est la méthode prolétarienne, la conception du monde est la méthode bourgeoise. Souvent, ses camarades restent attachés à la conception du monde et à la méthode bourgeoise, tandis qu'ils laissent dans l'oubli la conception du monde et la méthode prolétarienne. La théorie, les armes décident de tout, le point de vue purement militaire, un style de travail bureaucratique coupé des masses, l'esprit individualiste et ainsi de suite, tout cela, ce sont des influences bourgeoises dans nos rangs. Nous devons fréquemment les balayer de nos rangs, tout comme nous balayons la poussière. L'entrée en guerre de l'Union soviétique a décidé de la capitulation du Japon et la situation en Chine aborde une période nouvelle. Entre la guerre de résistance et la nouvelle période, il y a une étape de transition. Au cours de celle-ci, la lutte consiste à s'opposer à Chiang Kai-shek qui usurpe les fruits de la victoire remportée dans la guerre de résistance. Chiang Kai-shek veut déclencher une guerre civile à l'échelle nationale, et sa politique est bien arrêtée. À cela, nous devons être préparés. Quel que soit le moment où éclatera cette guerre civile, nous devons nous tenir prêts. Pour le cas où elle arriverait tôt, mettons demain matin, nous devons aussi être prêts. C'est là le premier point. En raison de la situation internationale et intérieure actuelle, il est possible que la guerre civile soit circonscrite pendant un temps, et qu'elle garde provisoirement un caractère local. C'est le deuxième point. Le point 1, c'est ce à quoi nous devons nous préparer. Le point 2, c'est ce qui existe depuis longtemps. Bref, tenons-nous prêts. Étant prêts, nous pourrons faire face, comme il convient, à toutes les situations, si complexes qu'elles puissent être.